ravi de vous retrouver pour un live NFT. Et oui, ils existent encore, on les a pas oubliés. Avec une horaire un peu tranquille, donc c'est dimanche soir, on est bien, on est peut-être plus reposé ou pas, ça dépend de vous. Et on est surtout avec Cooking Crypto, qui est donc un défiant maintenant qui a déjà bien roulé sa bosse depuis 2 ans, on va dire, un truc comme ça. Bonjour à tous. 2 ans peut-être pas, un petit peu moins, mais ouais, ça fait quelques temps maintenant que j'ai pu intégrer DeFi France et rencontrer quelques personnes et avancer dans un domaine qui me passionne. Intégrer DeFi France, j'aime bien, c'est bientôt ça va être DeFi France promo 2019. DeFi France promo 2019. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi je le considère comme ça. Voilà. Ouais, du coup, ce soir, on va parler. Alors, on va reprendre la présentation que j'avais faite à DeFi France 13, qui n'a pas pu être enregistrée totalement. Et puis, j'avais plein de trucs à gérer. J'avais pas pu la faire aussi bien que j'aurais voulu la faire, disons, sur la définanciarisation des NFT. Comme ça, on va pouvoir faire un petit point un peu plus haut niveau, disons, sur les NFT si vous débarquez, que vous nous découvrez ce soir. Et après, creuser un peu plus les perspectives intéressantes. Et surtout, en deuxième partie, là, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. J'aimerais bien qu'on échange avec Cooking Crypto, du coup, sur son expérience personnelle à lui, de découverte de la DeFi, des NFT, de comment ça s'est passé pour lui et comment il gère son petit bateau, disons-le comme ça. Avec des petits giveaways ou des trucs en route aussi, ça on va voir. On a aussi le tirage de la loterie Pull Together ensemble. Ça, on fera ça tranquillement après. Mais voilà, content de vous retrouver tous. Alors, on n'est pas habitué de l'horaire, j'ai l'impression, sur la chaîne, mais c'est pas grave, moi non plus. Alors, on va se lancer tranquillement. Du coup, dans la première partie. Alors, attends, déjà, on va régler une question. Est-ce que je t'appelle Cooking ou est-ce qu'on peut doxer ton prénom et arrêter d'être bizarre? Ouais, Cooking Crypto, j'aime bien, je vais le garder comme ça, je crois. Pas de souci. Alors, ça sera Cooking et je vais faire très attention. Euh, ok. Donc, pour cette première partie où je vais présenter un peu la présentation d'FF13, là, sur la définanciarisation, n'hésite pas à reprendre le contrôle, hein. Ah Si ouais, tu as mais des je trucs te à laisse parler, ajouter. Hop, moi je vais prendre le chat ici pour pas vous perdre non plus euh, pendant que je couvre ça. Et on va pouvoir se lancer tranquillement. Alors, present. Ok, ça c'est marrant ça. Bon, je cherchais mon petit Simmer Twitch quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de suivre le chat comme ça, je vais faire des petits alt de table. Et de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure après, tranquille. Parce que j'arrive pas à la voir pendant que je présente. Désolé. Alors allez-y. Donc comme je vous disais, ça on l'avait donné cette présentation à DFF13, mais un peu rushé, un peu précipité avec le nouvel événement dans un nouveau lieu. Donc je me suis dit qu'on pouvait la reprendre pépère et voir un peu ensemble le point que je voulais faire sur la présentation. C'est pas la grande forme comme vous pouvez le voir aussi, donc j'espère que ça ira. Donc l'idée c'est qu'on commence rapidement, ne vous en faites pas, sur juste quelques rappels sur qu'est-ce que je vois dans les NFT, qu'est-ce que c'est concrètement, et qu'est-ce que ça implique la fongibilité. Et c'est surtout en fait pour pouvoir comprendre le point 2 qui sont les enjeux sur les NFT, donc les challenges comme ils diraient en anglais, actuels qu'il y a vis-à-vis des NFT et comment différents projets et approches essayent de les résoudre avec des choses à inspirer plus ou moins de la DeFi. Euh, du coup, en 3, le tour des approches, disons, plus inspirées de la DeFi pour les NFT. Et dans l'autre sens, en 4, les approches, dans l'autre sens, donc, qui utilisent des NFT, mais en DeFi. Donc une approche principalement DeFi, mais avec des NFT. Donc voilà, l'idée, vous l'aurez compris, c'est vraiment de voir un peu les liens qu'il y a entre NFT et DeFi et de voir un peu comment tout ça, ça s'assemble, ça se connecte quoi, d'une certaine manière et c'est pas juste des choses à prendre à part comme ça. Il y a vraiment des interactions entre les deux quoi.
Donc bon, vu qu'on n'est pas très nombreux, je pense que les bases ça devrait aller, mais on les fait rapidement. Donc moi je mets deux composantes un peu à part des NFT qui sont vraiment importantes pour comprendre leur spécificité par rapport au reste. Tout ce qui est à droite, disons, ça correspond juste à vous avez un token sur une blockchain. Donc oui, c'est composable, vous pouvez utiliser différents mécanismes pour développer de la liquidité dessus, et c'est facile à intégrer, vous pouvez construire dessus de, euh, sans demander la permission à personne. Typiquement, je sais pas moi, vous sortez un ERC20, un autre gars peut le lister dans une pool Uniswap. Voilà, là il a utilisé de l'infra standardisé qui est juste possible dû au fait que c'est un ERC20 sur Ethereum, et à partir de là, bah, un ERC20 ça peut se trader sur Uniswap, et hop, c'est parti quoi. Donc cette approche-là aussi, elle existe de la même manière sur les NFT. Mais donc les caractéristiques un peu plus spécifiques, disons, elles sont probablement sur la gauche, donc la fameuse fongibilité et l'historicité. Donc peut-être l'historicité déjà parce que c'est peut-être plus facile à comprendre. C'est là encore une conséquence classique du fait que ce sont des tokens. C'est donc tous les transferts, achats, possessions sont visibles et auditables on-chain en utilisant des trucs comme Etherscan ou d'autres outils plus raffinés. Mais ça prend une dimension, disons, spéciale dans le cadre des NFT. Alors après, tout dépend de ce que vous envisagez derrière les NFT, que ce soit des œuvres d'art ou juste des personnages dans des jeux pour vous. Mais vous comprenez bien que dans une perspective, en tout cas plus artistique, l'apport de l'historicité est monstrueux. Vraiment, je ne sais pas comment le mettre autrement que monstrueux par rapport à ce que ça peut être dans les équivalents classiques. Et alors, le plus subtil, le plus complexe, le point à 1 million de dollars, j'ai envie de dire, c'est la fongibilité. Parce que, bah, en soi, je veux dire, c'est le genre de truc. Ah, c'est quoi la fongibilité, la non-fongibilité? T'expliques ça, basta, et l'affaire est réglée. Ben, en fait, pas tant que ça. Mais on va quand même commencer par ça. Donc, concrètement, la fongibilité, c'est juste. C'est pour caractériser des types de biens, en fait. C'est vraiment juste une description technique. Et on parle de biens, donc putain, en plus, la fongibite. J'adore le titre. Pardon pour la petite typo sur la slide. Elle est parfaite, on va la laisser telle quelle. Donc, je vais vous expliquer la fongibilité. Euh, Pardon. Donc c'est vraiment juste un descriptif technique par rapport à des types de biens, en fait. Donc, soit le bien, il est considéré fongible, et donc c'est une forme de standardisation, dans le sens où un bien fongible, ça signifie qu'il peut s'échanger de manière équivalente pour sa même unité. Donc typiquement, on donne par exemple les monnaies, les pièces de monnaie comme des exemples de biens fongibles, sachant que là, ça a quand même une certaine limite parce que chaque billet, par exemple, est identifié de manière unique. Mais si vous voulez, pour faire un exemple simple, non fongible, un tas d'or non identifié, fongible, un joli lingot au standard, je sais pas ce que c'est, disons 1 kilo d'or bien dans les dimensions qu'il doit être, avec le certificat du truc, de machin. Ça, il devient fongible. Pourquoi? Parce que, a priori, la boîte ou autre qui fait ces lingots-là, elle en fait pas qu'un, elle en fait des milliers, et donc ce lingot devient interéchangeable avec tous ces autres lingots en équivalence. C'est vraiment, voilà, l'idée de base, vous l'avez un peu avec cette métaphore sur l'or pour comprendre la fongibilité. Après, il faut vraiment comprendre que c'est subtil, qu'il y a plein de conneries qui sont racontées là-dessus, et que c'est un peu comme tout, c'est une question de spectre. Parce que par exemple, ouais, pour donner un autre exemple classique, et après on s'arrête là, parce que c'est un peu technique quand même, c'est pas non plus essentiel de tout creuser, mais si vous prenez un token comme Ether, ETH, a priori, c'est un token fongible. Un Ether en vaut un autre. Tous les Ethers sont équivalents. Voilà, il n'y a pas de manière de distinguer. Mais, dû au fait que Ethereum est une blockchain publique, vous pouvez voir l'histoire de chaque Ether et ce qu'il a fait comme transaction. Et donc, un échange centralisé, mettons un Coinbase par exemple, pourrait tout à fait dire non si vous essayez de leur vendre 5 de vos Ethers qui viennent d'une certaine source, alors qu'il dirait oui sur toujours 5 Ethers, mais d'une autre source. Et ça vous montre que quand même, du coup, la fongibilité de l'IS elle-même n'est pas absolue, due à la nature publique et transparente de sa blockchain. Et donc, en fait, que si on veut être le petit nerd, le seul token fongible vraiment qu'on connaît, c'est Monero, à cause de cette dimension-là. Et c'est bien que je vois dans le chat qu'il y avait déjà qui avait déjà anticipé la conclusion. GG Alex FRBE, c'est exactement ça.
Et alors, Aldar qui note que les lingots sont numérotés. En effet, tu vois là que tu retrouves, à partir du moment où tu as un truc unique, ça, t'as pas une fongibilité absolue, disons. Mais tu vois bien que comme tout, c'est des questions de degrés, c'est comme la trustlessness ou la décentralisation, quoi. Et en fait, c'est un peu la tension entre les deux, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez un truc réellement non fongible. Qu'est-ce que c'est le premier réflexe, généralement, qu'on fait avec? Mais c'est essayer de restandardiser d'une autre manière pour pouvoir les changer de manière simple. Pour vous prendre un exemple concret, un peu bateau, disons. Voilà, il y a les punks, c'est une série de NFT, donc chacun unique et donc non fongible. Mais au final, les punks, ça marche bien. Et qu'est-ce que les gens font? Bah, ils font des mécanismes pour pouvoir vendre un punk au floor, donc une forme de catégorisation, standardisation des punks avec plusieurs types. Et vous voyez, là, on rentre dans dans une fongibilité, en fait, j'allais dire dans des catégories de biens. Donc c'est vraiment un, un peu une danse d'aller-retour perpétuel, quoi. Mais donc, ouais, je pense que le voir comme une démarche de standardisation, c'est assez pertinent. En tout cas, moi, ça m'a ouvert des portes dans ma compréhension de ce point-là. Euh, et donc, une standardisation qui est... alors, dans les histoires un peu bateau de la monnaie et tout ça, on va vous dire nécessaire, indispensable, parce que sinon, on ne peut pas échanger de la valeur, blablabla. Avant, on troquait, mais c'était pas scalable. Ça, c'est un peu du pipeau pour moi. Je ne suis pas le seul à le penser. Mais je dirais plutôt en tout cas qu'il facilite l'échange, en fait, qui facilite la valorisation des biens et donc leur échange. C'est vraiment une convention de valorisation aussi. En tout cas, une manière de distinguer pour pouvoir évaluer la valeur. Euh, donc ouais, c'est un peu ce que je vous dis après dans la section sur les non fongibles. Ça permet une classification plus dense des biens, car bah, c'est une standardisation, mais beaucoup plus flexible quand on préserve bah, les caractéristiques individuelles de chaque objet, malgré le fait qu'ils appartiennent à une collection ou à un groupe. Et on a toutes les caractéristiques associées au token qui sont dispo dessus. Euh, et alors après, le point, disons, plus prospectif, c'est par rapport à la fongibilité et le Web3, c'est c'est un peu de le voir comme, comment dire, en fait, notre échelle de valorisation et de rapport au bien évolue en fonction de la capacité technologique qu'on a pour échanger de l'information sur ces biens et se les échanger tout simplement. Et il y a des... bah, c'est des questions de cycle en fait. Il y a des cycles de standardisation, donc en gros de retour vers des tokens fongibles au maximum, si on veut simplifier, et puis des cycles après de diversification où on revient vers plus de raffinement et de densité dans l'évaluation et la catégorisation des objets. Et en fait, pour le faire un peu schématique, mais voilà, pour mettre ma pensée, avec tout ce qui a été, disons, les 70-80 dernières années, on a clairement été dans un cycle de standardisation massive, parce que ça a permis de faire plein de choses intéressantes et que c'était l'intérêt économique et qu'importe. Mais là, je pense qu'on arrive justement au bout de ce cycle, ça c'est clair, et on arrive à un point où il y a à la fois la capacité technologique, technique, et en même temps le besoin d'à nouveau densifier notre rapport au bien et de l'analyser, comme je disais là, en repasser en 3D plutôt qu'en 2D, quoi. Donc ça, c'est un peu pour le point philo, impact de la fongibilité sur la société. Mais je pense que c'est quand même voilà, des trucs à avoir en tête, de penser que, au fond, un NFT, c'est un dictionnaire, quoi. C'est une manière de catégoriser des biens. Une collection de NFT, c'est un dictionnaire, c'est plutôt ça. C'est vraiment comme ça que c'est structuré. Et ça a de l'intérêt en soi aussi de le voir comme ça. Alors, je sais pas si ce que tu en dis, Cooking, n'hésite pas, hein. Oh non, non, c'est très bien ce que tu... En plus, je sais pas. Ah oui, toi, t'étais pas là à DFF 13 en plus, bah, c'est bien comme ça, tu rattrapes. Donc, je voulais parler un peu des principaux enjeux sur les NFT, et après, on va voir différents projets qui essaient de résoudre ces problèmes. Donc, pour les enjeux, voilà, le côté, les places de marché, là, je vous ai mis des frais élevés, donc très très élevés sur OpenSea, avec des modèles prédateurs, disrespectueux de leur communauté, donc des choses qui sont assez problématiques, mais malgré tout, ça reste la principale plateforme pour échanger des NFT aujourd'hui. Euh, alors après, il y a toute cette thématique de manque de liquidité. Alors là, il faut quand même faire attention, hein, parce que, et c'est pour ça que j'ai fait toute cette intro sur les biens non fongibles et tout ça. Parce qu'en soi, vous l'aurez compris, la liquidité des NFT,
par rapport aux autres biens non fongibles est excellente. C'est-à-dire, essayer d'aller vendre un tableau et voyez comment ça se passe, quoi. Ou une statue, ou je sais pas, moi, des lingots d'or. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est évidemment moins pratique que d'aller sur OpenSea ou qu'importe et de mettre votre truc en espérant avoir un bobit, quoi. Euh, donc ça, c'est quand même à avoir en tête. Mais il y a quand même des enjeux de liquidité du coup, parce que nous, on compare ça à des trucs auxquels on a l'habitude, des tokens comme Ether ou autre. On a l'habitude de pouvoir les échanger à une grande quantité sans avoir de limite, quoi, disons. Ou sans trop de limites. Donc là, il y a différentes approches pour résoudre ça, mais c'est vrai que pour l'instant, elles se concentrent, comme je le dis ici, un peu sur les NFT en haut du canon. Donc le haut du canon, c'est typiquement, le canon, c'est en gros, alors c'est un peu dur à définir, mais c'est en gros ce que la communauté, enfin la communauté, je sais pas. Mais vous voyez, c'est comme le panthéon de l'art version NFT, j'ai envie de dire. Vous voyez, je sais pas, dans l'art contemporain, par exemple, en ce moment, pour ceux qui suivent un peu, ça va être des gars comme Jeff Koons qui sont considérés les papes de ce milieu et ils peuvent vous faire un coucou sur un tableau et ça vaut probablement plusieurs millions de dollars. Bah, il y a la même chose avec les NFT, il y a des œuvres, des collections, des artistes qui sont canoniques et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins et ça évolue bien sûr. Donc bien sûr en haut du canon, vous avez les punks, vous avez les choses comme ça, les art blocks. Et c'est généralement sur ce type de collection-là que ces approches de liquidité, elles se développent. Et après, je vous parle aussi de tous les outils, les enjeux au niveau du manque d'infrastructure au niveau des NFT, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'outils. Il y en a un qui est maintenant dispo, que j'ai testé hier, on va parler tout à l'heure, qui est Genie, qui est vraiment cool. Mais voilà, il y a même des choses assez basiques, ça commence à peine à arriver. Alors, voilà, là je crois que oui, c'est ça. Donc là, on rentre, à partir de maintenant, on va juste parler de projet, euh, parce que les bases sont là et c'est beaucoup plus clair pour échanger, je pense. Donc là, c'est une approche qui est une des plus simples, mais qui est vraiment, vous décrit un peu comment on fait de la DeFi avec des NFT, j'ai envie de dire, version la plus basique, qui est donc pour régler un problème de liquidité sur les collections de NFT. Et l'idée, c'est de faire un vault, euh, donc un smart contract, qui va contenir différents NFT. Généralement, c'est fait pour les NFT au floor. Euh, et en gros, un dépôt dans le vault est reconnu avec un token ERC20 donné. Et le token ERC20 est échangeable contre n'importe quel NFT du vault. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir un prix directement en Ether pour acheter ou vendre les NFT au floor qui sont dans le vault, à partir du moment où le token ERC20 du vault il a de la liquidité. Et ça permet aux possesseurs de NFT au floor d'aller minter eux-mêmes directement le token en question et potentiellement après de l'échanger, d'interagir avec comme un token classique. Euh, donc ça c'est une approche, c'est assez efficace, ça demande pas mal de tokens pour que ce soit intéressant et c'est limité bien sûr par la capacité du vault. C'est-à-dire que y a pas tous les NFT floor dans un vault donné, il y a juste ceux que les gens ont déposés, quoi. Donc est-ce qu'il y aura celui que vous voulez, celui qui vous intéresse ou autre? Ça dépend vraiment des plateformes. Et voilà, comme je vous le disais, c'est plutôt pour le floor, donc pour les NFT les moins rares d'une collection donnée, et plutôt pour les grosses collections. Donc là, on est sur des services, c'est NFTX ou NFT20. Là, je vous montre NFTX. Ouais, c'est NFTX. Et donc là, vous voyez les différents vaults. Par exemple, il y a le vault punk, les masques, les fameux funk et d'autres. Euh, et à l'intérieur d'un vault, ça donne un truc comme ça. Donc là, on est dans le vault des Forgotten Wizards. Et vous voyez tous les wizards qui sont dans ce vault. Et ça permet donc de les acheter directement depuis de l'Ether ou alors de swapper d'autres wizards pour des wizards donnés dans ce vault. Là, on est sur NFT20, qui est un autre service qui fait ça aussi. Approche très similaire, mais vous voyez, d'autres collections du coup, mais c'est à peu près la même logique. Un peu plus ancien aussi, je crois qu'il a commencé à... Donc, ça résout un problème de liquidité sur le flow, mais l'avantage, c'est que ça crée aussi un token ERC20 qui est en fait backé par un NFT, puisqu'il correspond à un claim sur un NFT du Vault. Et donc, on a, si vous voulez, on a un truc classique standard que nous, on connaît bien, le RC20, on peut l'utiliser comme collatéral, on peut faire plein de choses avec.
mais qui a quand même son interaction avec le NFT derrière. Donc ça permet d'envisager pas mal de choses, potentiellement par exemple d'utiliser ce token ERC20 comme collatéral pour emprunter, de faire des modèles de staking ou plus de DeFi encore sur ce fameux token, ou comme je vous le disais tout à l'heure, achat directement contre l'Ether, donc potentiellement directement contre la fiat aussi, en rajoutant un service on-ramp dessus. Ah ouais, SudoSwap, on nous parle dans le chat, oui, c'est vrai, ça aussi, c'est sympa. Et je ne l'avais même pas mis dans les slides, donc tu fais bien d'en parler. Alors, ça, c'était donc pour résoudre un peu un problème au niveau de... Vous avez une collection qui, après, a déjà une bonne traction, et vous voulez, en gros, rendre le floor plus liquide. Ça, c'est le modèle des Vault, NFT20, NFTX, comme on a vu à l'instant. Là, c'est plus un outil dans la perspective utilisateur. Et j'aime assez, parce qu'en fait, c'est un peu le Paraswap des NFT, c'est comme ça que j'aime le décrire. Donc l'idée, c'est que c'est un agrégateur de marketplace NFT, quoi. Et bon, ça va un peu plus loin, c'est une sorte d'outil en fait qui vous permet de faire plusieurs choses d'un coup. Donc là, vous voyez par exemple, sur le screen, je suis en train d'acheter 10 Bastard Gunpunk, mais je les achète potentiellement en une transaction. J'en achète certains qui sont sur OpenSea et d'autres qui sont sur, je sais plus ce que c'est, ça, NFT20 ou je sais pas quoi, ce petit logo là. Tout ça en une seule TX, pouf, tu signes et ça y est, tu as acheté tes 10 NFT sur plusieurs échanges en même temps. Donc j'ai utilisé récemment, j'ai testé il n'y a pas plus tard que 2 jours sur les Lucha. Et c'est bien foutu, c'est très efficace. Alors après, bien sûr, il y a toujours des frais assez conséquents quand on fait des TX pareils, hein, parce que ça reste une très grosse TX. Mais ça permet en tout cas de la bundler en une seule TX et de la faire à un moment où le gas il est opportun, plutôt que de devoir faire 20, 30 buy now sur OpenSea à la main avec 30 TX à signer et une balle à se mettre dans la tête à la fin de l'opération. Donc ça c'est Genie XYZ. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie d'acheter plusieurs NFT d'une collection d'un coup. Typiquement c'est un peu le use case pour l'instant, mais probablement qu'il va y avoir d'autres choses après. Alors attendez, petite question. Que se passe-t-il lors des phases de dump massif flash crash si tous les NFT floors sont mutualisés? Au-delà de l'ERC20 correspondant au Vault, je veux dire. Il y a des possibilités d'arbitrage avec de l'achat direct sur OpenSea. En soi, ouais, ton NFT, donc ça c'est John Dell. Ton NFT, il reste. Donc, pardon, ton RC20 qui correspond à un claim sur l'NFT, il reste lié à tout ça, tiens. En gros, je sais pas, pour le faire simple, mettons, tu as 50 floor punk dans ton vault, donc tu vas avoir 50 ERC20 punk s'ils ont fait une correspondance à 1. En gros, toute personne qui possède un punk peut le redeem pour n'importe quel NFT du vault. Donc si par exemple, tu as... allez, on va prendre un cas vraiment simple, mais comme ça montre un peu toutes les limites du truc. Si tu as un gars... allez, tu as une célébrité américaine un peu débile et qui dit j'aime toutes les 2 minutes et qui a décidé d'acheter 10 punks hier. Et maintenant, il veut faire le Kekos et du coup, il en pose 2 dans un vault comme ça. Sauf que le gars, il a pas fait gaffe, il a pas compris que le vault c'était pour les floors. Et en fait, il a posé un zombie dans le vault. On va vraiment prendre un truc extrême. Il a posé un zombie dans le vault, le mec. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre du gaz pour. En gros, soit les gars, ils ont déjà des punks, enfin le token vers 20 punks, et ils vont y aller le plus vite possible pour le burn pour redeem son zombie. Soit ils ont pas de punk et ils s'en foutent, ils vont faire un swap depuis l'Ether pour acheter du punk pour aller le redeem pour du zombie. Parce que tu te doutes bien que là, en gros, pour le prix d'un punk floor, a priori, si le vault est à peu près bien pricé, et ils auront un punk zombie. Donc voilà, ça, tout dépend de ce qu'il y a dans le vault. Et après, ça reste connecté au NFT sous-jacent. C'est pas forcé. Alors, il n'y a pas un système de leverage de folie développé à ce niveau-là pour l'instant non plus. Donc, c'est pas un point qui m'inquiète plus que ça, sinon. Pour l'instant, en tout cas. Alors, une autre approche, moi, que je trouve super intéressante, et là, qui est plus un peu deep DeFi. Et en plus, ils ont retweeté l'annonce de ce live, donc merci à eux, coucou Spectre, s'il y a des gars de l'équipe qui regardent. Donc c'est une approche, il y en a d'autres pour fractionnaliser des NFT, je crois que je vous en mets une après, mais c'est vraiment, je vous parle de celle-là parce que elle est bien documentée, mine de rien, et elle est pertinente, j'aime bien comment elle est conçue. Mais après, voilà, c'est des questions presque de préférence personnelle, si vous voulez. Donc l'idée de la fractionnalisation, comme le nom pourrait l'indiquer, c'est que vous avez un NFT
et que vous voulez en fait permettre sa possession collective. Comment? Eh bien, en fait, comme le décrit ce schéma assez simplement, le NFT, il est posé, il est verrouillé dans un smart contract qui crée un autre NFT qui possède exactement les mêmes données et dont il est le propriétaire. Et après, il y a un token qui est créé, un SERC20, qui permet de représenter une part de la possession de ce NFT. Et après, ce SERC20, il peut être acheté, possédé par tout le monde. Et donc, en gros, ça vous permet d'avoir un NFT unique qui a été verrouillé dans un contrat, qui a lui-même créé une sorte de réplica de ce NFT, si vous voulez, en gardant l'original coincé. Réplica qui est lui-même un peu représenté par un ERC20, donc. Et la possession de l'ERC20 permet d'interagir avec le NFT. Et donc, ça permet ça, ce qu'ils appellent une collectivisation des NFT. Et concrètement, c'est exactement ça, puisqu'en fait, vous passez de potentiellement un propriétaire, le gars qui avait le ERC721 dans son wallet, à X propriétaires, puisque maintenant, en fait, le ERC721, concrètement, il est possédé il est verrouillé, loqué dans le contrat, et c'est le 1155 qui est créé qui devient important, disons, et lui, il est possédé collectivement par tous les gens qui possèdent le SERC20 correspondant. Donc ça peut sembler un peu lourd comme ça, mais en fait ça vous permet vraiment, à partir d'un NFT, créer un token ERC20 qui représente réellement une part de ce NFT avec de vraies garanties on-chain par rapport à tout ça. Et du coup c'est un ERC20 après, donc tout ce qui vient avec, ça s'échange facilement, c'est pratique, on peut le mettre dans des pools de liquidité, et ainsi de suite. Et il y a justement un mécanisme au niveau spectre qui est prévu pour bootstrapper la pool donc du SERC20, qui est en gros, on va peut-être pas faire tout le détail, mais c'est assez similaire à une liquidity bootstrapping pool de balancer. Juste qu'il y a pas exactement les mêmes paramètres, et notamment le fait que le rebalancing se fait en fonction du supply. C'est pas quelque chose qui s'agence sur le temps. Mais donc, ouais, ça vous permet de passer à... un peu comme la logique des vols, de l'autre côté, vous pouvez mint et redeem. Sauf que là, le mint et redeem, ça correspond à un passage de private à collectif, comme ils disent. Donc en gros, vous pouvez avoir un NFT qui est privé, qui est possédé par une personne. Il est verrouillé dans le système Spectre. Et un ERC20 est créé avec le mécanisme de liquidité et tout ça. Le NFT devient collectif. Mais maintenant, vous pouvez avoir un NFT qui a été collectivisé par Spectre. Eh bien, il y a un buyout sur le ERC20, donc quelqu'un qui accumule une grande partie de sa ERC20. Ça peut revenir après vers trigger un buyout sur l'œuvre en elle-même et revenir à une propriété privée du NFT. Donc c'est vraiment un système de gestion de la propriété, quoi. Alors il y en a un autre dans le même genre qui est Fractional Art, mais qui là marche plus au niveau d'une collection ou d'une pièce donnée. Donc par exemple, vous voyez là, vous avez le Dodge NFT, je crois que ça c'est Pleaser DAO qui l'a, ils sont en train de faire un token dessus. Vous en avez une autre, c'est Punk Floor, je crois que c'est genre un gars, il a 100 punks qui sont au floor. Il les a mis dans un vault, et maintenant il y a un token qui a été créé qui représente grosso modo un floor punk. Voilà, c'est des mécanismes un peu similaires, mais ça permet de faire des choses plus ou moins intéressantes. Et alors, Jandel nous demande sur l'emprunt. On y vient juste après, t'en fais pas. Donc, collatéral et emprunt pour les NFT. Là, on va parler de deux autres projets, deux autres approches. Mais voilà, il faut quand même garder en tête que c'est assez jeune encore pour l'instant. Hein. C'est pas des trucs... on n'a pas des AV du NFT avec des encours à 15 milliards, quoi. Qu'on soit clair. Donc déjà, première approche intéressante, qui est une approche donc plus de location, là. C'est en plus dans la perspective des NFT qui sont par exemple des personnages dans des jeux ou des choses comme ça, et que vous voulez donc accéder pour une période donnée pour pouvoir jouer au jeu ou faire des choses avec, peut-être même imaginer des LAN Decentraland, peut-être que vous voulez le louer pendant une semaine pour faire une fiesta sur ce LAN-là, ou que sais-je. Donc c'est vraiment une logique de, en gros, pouvoir louer les NFT à la journée. Généralement, c'est comme ça qu'ils sont pricés. Et ça peut même être, par exemple, pour les luchas. Vous pouvez envisager que moi, mes luchas, par exemple, vous doutez bien que je ne vais pas me castagner avec 200 luchas. Peut-être que je vais en mettre 100 en allocation à des prix assez sympas pour permettre aux gens qui n'ont pas de lucha de jouer. Ça peut être des approches comme ça, quoi.
Et donc là, Rentable, c'est un service qui propose ça. De ce que j'en ai compris, moi j'avais assez bien aimé parce que c'était assez vraiment minimal comme approche dans le sens où, en gros, vous créez un contrat qui fixe vos conditions et après, n'importe qui peut interagir avec. Mais il n'y a, y a pas de, y a pas de Rentable au milieu, c'est assez propre, quoi. Il y en avait un autre dans le même genre. Ah, attendez. Hop. Ah, les joies des lives en décembre. Désolé. Alors, donc un autre, c'est NFTFi, où là on est plus sur une approche classique de vous allez mettre un NFT en collatéral et vous allez emprunter de l'Ether ou des stablecoins. Donc plus ce que les gens ont en tête généralement quand ils pensent lending collatéral euh, avec les NFT. Mais vous voyez que bon, on n'est pas non plus sur des volumes délirants, quoique c'est déjà pas dégueulasse, hein, 7500 Ethers de volume en prêt, le screen a quelques jours en plus. Mais là, on revient sur une thématique que, comme je vous disais tout à l'heure, regardez les NFT supportés, vous avez grosso modo le haut du canon. Donc je vous les lis au cas où. Artblocks, Pored Age Club, Wrap CryptoPunks, Artblocks, Autoglyph, VFriends. Donc c'est clairement pas le NFT de votre petit artiste du coin, quoi. Mais c'est normal, ça commence par ceux où il y a la plus grosse valeur économique et la plus grosse infrastructure existante, quoi. Alors, donc ça c'est pour le petit tour, disons, des NFT, un peu de la DeFi en NFT. Après, je veux faire le point rapidement sur... Ça marche aussi dans l'autre sens, en fait. Il y a déjà tout un tas de choses, disons, plus DeFi, qui sont quand même des NFT, ou qui s'appuient sur des NFT, ou qui sont liés à tout ça. Donc le premier que j'aime bien rappeler quand même, c'est typiquement ENS, qui est un ERC 721, mais qui est aussi, j'ai envie de dire, qui a créé un peu le concept d'un NFT fonctionnel. Parce qu'en fait, ENS, c'est un NFT, d'accord, mais c'est un NFT qui vous donne accès à un nom de domaine, donc qui reconnaît, si vous voulez, une fonctionnalité que Ethereum Name Service vous doit, quoi. Et dans ce sens-là, ça fait beaucoup de sens d'utiliser des NFT. Euh, alors, je pense que ça va pas être le dernier de sa lignée, si vous voulez, de NFT utilitaire, pour appeler les choses comme ça. Où, en gros, le NFT sert pas à rien, il sert vraiment, si vous voulez, c'est comme un reçu que le système vous donne, reçu qui permet de vous garantir à vous et à toute autre personne que c'est bien vous qui avez ce domaine-là, quoi. Il y en a un autre d'ailleurs dans le même genre dans le sens où c'est lui aussi un NFT utilitaire. Il est juste moins mature, disons-le. Euh, mais pour le coup, il est vraiment chouette parce que lui, il connecte tout, NFT, DeFi, c'est la fête. C'est le DeFi Passport de ArcX Money. Euh, et donc là, l'idée, c'est que pareil, vous allez déployer un NFT utilitaire qui est donc là vu plus comme un passeport. Donc c'est pas un truc comme ENS en mode ah regarde j'ai un joli nom, tu peux m'envoyer de l'argent là, mais ça sert aussi à gérer votre identité. Mais là c'est plus votre identité vis-à-vis des applications, vis-à-vis potentiellement même des DAO ou des choses comme ça à terme. Donc l'idée c'est qu'en gros ils vont regarder ce que vous avez fait en DeFi, est-ce que vous payez vos dettes, est-ce que vous remboursez les dettes de temps en temps, est-ce que vous êtes déjà fait liquider ou des choses comme ça. Et ça permet d'attribuer un DeFi, oui, ils appellent ça DeFi Score, Reputation, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Mais en gros, un premier scoring, qui après, le scoring peut être, il est inscrit dans votre passeport on-chain, donc il peut être lu par des oracle, des smart contracts, et on peut envisager des applications qui vont s'adapter à votre score à terme, par exemple. Typiquement, un exemple un peu schématique, mais mettons, vous êtes un gros macaque qui vous êtes fait liquider 40 fois, peut-être que AV, il va vous prêter à un taux un peu plus élevé, alors que si vous êtes un gars vraiment qui s'est jamais fait liquider alors il a géré des millions d'emprunts depuis plusieurs années, peut-être que AV va vous dire, ok, d'accord, toi tu peux pousser ton... peut-être que le prix restera le même, mais que vous pourrez avoir une collatéralisation un peu plus favorable parce que voilà, vous avez prouvé que vous êtes capable de gérer ça, quoi. Et là où c'est assez cool, c'est qu'ils sont en train de bosser aussi sur la fait de permettre à d'autres projets d'inclure leur score dedans. Donc ça peut devenir une forme de standard, si vous voulez, pour tous les projets qui veulent faire un peu une forme de scoring transparent on-chain pour leurs utilisateurs, pour après leur permettre
d'interagir avec différentes fonctions et de moduler le service. Alors, c'est vrai dans le chat, tiens, super suggestion. On va le faire à la volée, parce que je ne l'avais pas. C'est quoi l'adresse? Bon, on va les trouver comme ça, je pense. Il y a Sysmo, qui est une autre approche dans le même genre, euh, qui vous permet de faire des choses assez cool. Alors là, ça utilise des ZK-Proof. Et en fait, l'idée, c'est de vous permettre d'attester, de prouver la possession de NFT, de tokens, de différentes, tout ce qu'il y a on-chain concrètement, mais sans avoir à révéler ou avoir à doxer une adresse donnée. Donc typiquement, si vous voulez, c'est le cas je sais pas, moi, vous avez votre wallet public, vous faites vos petites affaires, vous êtes connu sous ce nom-là, vous aimeriez bien l'utiliser pour faire vos trucs de gouvernance ou autre en DeFi, mais il y a, je sais pas, par exemple, un projet DeFi qui a dit je sais pas, moi, cet accès-là, il faut prouver que tu stakes plus de X de mon LP pour pouvoir y arriver. Vous n'avez pas envie de doxer votre adresse. Ça vous permet en gros de construire une preuve que vous possédez, je sais pas moi, 10K en LP, et preuve que vous pouvez après associer avec une autre adresse, et du coup, en gros, gérer un peu de manière plus granulaire qu'est-ce que vous révélez dans quelle situation. On me demande les différences avec le crédit social à la chinoise. Elles sont massives hein, parce que le système de scoring est transparent, il est mis à jour on-chain tout le temps, tout le monde peut voir le scoring. Et en gros, il n'y a pas de... Le problème du scoring chinois, si tu veux, c'est que concrètement, on sait très bien que s'ils n'aiment pas ta gueule, ton score, il perd 40 milliards de points d'un coup, quoi. Et c'est ça le problème de fond. Et après, toutes les conséquences qu'il y a à ce score. Là, dis-toi que déjà, on est sur un score qui, en soi, la DeFi, elle est ouverte à tous. On parle pas d'un score où si tu as un sale score, il va te dire non, non, je veux pas de ta gueule. Mais peut-être que ça va être je sais pas, moi, tiens, StakeDAO lance un nouveau Vault. Bon, non, ils font leur NFT, pardon. Mais voilà, mettons, Ribbon, il lance un nouveau Vault. Et ben, peut-être qu'il va dire celui-là, il n'y a que 10 M de capacité. Eh ben, on va les donner pour ceux qui ont un DeFi score ou je sais pas quoi, un trust score sur le passeport plus haut que tant. Ça peut être une manière un peu de filtrer. Alors, ça c'était le passeport. Après, il y en a un autre dont vous allez entendre parler. Je pense que vous en avez déjà parlé, mais là, c'est très pertinent en ce moment. La DAO de Paraswap vient de voter justement un programme qui utilise ce service-là. Donc là, on est sur un smart contract wallet qui permet de gérer ses positions d'apport de liquidité et de gérer en gros les programmes de liquidity mining, quoi. Ça a de l'intérêt autant pour l'utilisateur où ça a certaines garanties en termes de sécurité supplémentaires et c'est assez pratique une fois que le Crucible est déployé. Et ça a de l'intérêt aussi côté projet, puisque ça permet de gérer facilement un programme de liquidity mining assez bien conçu, avec système de multiplier sur la période et une structure des rewards qui est assez bien alignée pour le long terme, quoi. Et ils ont sorti des NFT, comment dire, donc les visuels du Crucible, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez peut-être vu passer sur Twitter, ils étaient assez léchés, ça a une sorte de petite boussole comme ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est pas interactif, mais c'est évolutif. En gros, votre Crucible, il n'a pas la même tronche en fonction des programmes auxquels vous avez participé, de quelle version vous avez déployé. Il y a vraiment l'identité visuelle évolue. Et donc, c'était assez sympa à voir. Et oui, c'est vrai, j'avais la petite conclusion, j'ai presque fait l'oublier. Juste sur le play to earn, qui est au final un peu une autre forme de connexion des deux mondes, de NFT et DeFi, si on y pense, avec des trucs comme Axie Infinity, où à la base vous avez des NFT, les Axie, qui sont des personnages dans des jeux, donc team de 3 permet de se friter. Et après, il y a toute une économie autour avec 3 tokens maintenant, le Ronin aussi, et des interactions dans le jeu qui permettent de gagner le token et aussi des interactions avec le token pour produire de nouveaux accès. Donc là, vous voyez toute une forme d'économie en fait autour du jeu. Et bien sûr, en play to earn, il ne faut pas oublier nos petits Lucha, où là, pareil, on va avoir donc des personnages RC 721 dans un jeu avec token associé et donc le jeu qui permettra de
gagner ce token en se fritant dans l'arène. Token qui sera utilisé pour améliorer son lucha, pour castagner plus de personnes, pour gagner plus de tokens, pour castagner plus de monde, pour gagner plus de tokens et avoir plus de skins et être plus stylé, pour castagner plus de monde, et ainsi de suite, jusqu'à devenir le roi de l'arène et ramasser le lucha, cet attribut, à la fin de la saison. C'est à peu près l'idée. Yep. Et ouais, je crois que c'était tout pour cette petit tour d'horizon. J'espère que c'était plus clair que la fois chez DeFi France où j'étais un peu en stress. Alors je vais reprendre le chat. Déjà voir. Et, et puis là aussi, on avait le son, donc ça change, hein. C'est ça, oui, aussi. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais c'est aussi pour ça que je voulais la refaire. C'est que j'ai horreur d'avoir des présentations. Et un de mes engagements, si vous voulez, c'était que toutes mes présentations soient publiques. Et quelquefois, ça m'arrive que des présentations ne peuvent pas être enregistrées, ou alors il y a un problème avec l'enregistrement, et du coup, elles ne sont plus publiques. Et c'est chiant quand ça arrive, quoi. Hop. Alors, ouais, Zcasting, ZKLFT, j'ai pas trop regardé de ce côté-là encore, je t'avoue. Swooget. J'ai pas trop tâté. Alors, avant de passer côté cooking, est-ce qu'on ferait pas le petit tirage pull together? Bah, pourquoi pas? Allez. Chop. Donc c'est quoi? Giveaway. Et je vais vous expliquer pendant que je l'ouvre. Donc, tiens, je vais vous montrer même on-chain. On-chain, oui. Donc, tant qu'on est en DeFi, NFT, DeFi, et il y a un petit truc qui est marrant aussi dans l'autre sens, c'est donc Pull Together, c'est la loterie sans perte collective. On a parlé pas mal sur cette chaîne. Mais moi, je vous propose un petit concept qui est en fait tout simple, qui est que on joue ensemble, dans le sens où j'ai fait un dépôt sur Pull Together il y a 1 mois, et on le tire régulièrement, et en fait la moitié du dépôt reste pour continuer à jouer à la loterie, l'autre moitié du dépôt est donnée à un heureux chanceux dans le chat, et le truc cool c'est qu'en fait vous recevrez des PTA USDC, donc c'est déjà des tickets, donc en fait vous avez juste à les activer, et comme ça vous aussi vous jouez à la loterie. Donc je vois un peu comme, j'ai mis le cercle vertueux de la loterie sans fin. Sans perte et sans fin. Donc cette semaine, on tire, j'ai claim juste tout à l'heure, on tire sur... j'ai tiré 1 mois de reward, et ça nous faisait 84 PTA USDC au total. Donc 42 pour le gagnant, vu qu'il y a la moitié qui reste dans le pot pour augmenter le pot. Donc on est sur 42 PTA USDC pour le gagnant. C'est pas aussi généreux que mes giveaways habituels, mais là, dites-vous que c'est vraiment c'est du gain en une chain, quoi. Ça vient direct. Enfin, c'est mes gains de loterie qu'on partage, quoi. Donc j'aime assez bien l'idée. Donc, hop, je vous laisse encore 10-15 secondes. Et après, je vais fermer et je vais tirer, comme ça on peut passer sur la conversation. Bah alors, Charles, pourquoi tu le fais 5 fois? Ça marche de le mettre plusieurs fois? Je l'ai vu, le petit Charles, là, le pauvre, il sort avec son nom en jaune. Il peut pas faire discret. Voilà, c'est lisible. Hop là. Allez, on close. Ah. Bah alors, monsieur le bot? Ah non, parce que j'ai mis un... Putain, il n'y a pas d'exclamation, le peu? Allez. Ah, j'ai oublié une lettre. Oh là là, putain, j'ai vraiment du mal. Pardon. Allez, la troisième fois est la bonne. Ouais, on a 56 participants. Giveaway. Et c'est Fizap qui remporte le giveaway. Bravo à toi. Félicitations. Hop. Donc j'ai noté ton nom. Viens me DM sur Twitter. Ou sur... ouais, plutôt sur Twitter. Sur Twitch, c'est un peu galère. Si t'as Twitter. Et donc, aujourd'hui, on est en live avec Cooking Crypto. Putain, mais il y a des gens dans le chat qui ont toujours pas réalisé. Mais c'est vrai que oui, avec la présentation du début,
Bon, là, on va partir sur plus de discussions, ouais. Donc maintenant qu'on a mis les bases sur les NFT, je voulais vous ramener Cooking Crypto sur la chaîne depuis longtemps parce qu'il a une expérience intéressante en fait. Il a commencé il y a un peu moins de 2 ans apparemment, comme on disait tout à l'heure. Euh, Ouais. alors attends, on me demande les slides. Tiens, vas-y, avant d'avancer. Donc Martin, tu as les slides sur mon site. Il y a... On me demande tout le temps les slides, donc du coup maintenant j'ai fait un truc pour ça. Alors attends, je vous mets ça dans le chat. C'est ici, je crois. C'est ça, ouais. Hop. Donc là, tu les auras. Et donc, oui, là, l'idée maintenant, c'est de parler un peu de NFT, de DeFi avec Cooking, mais surtout de voir, voilà, côté plus personnel, de voir un peu son histoire, dans la mesure où il veut la partager, bien sûr. Toujours dans l'idée un peu, comme les autres invités de la chaîne qui ne sont pas des personnes directement appliquées sur des projets. Voilà, j'aimerais bien que ça inspire des personnes, ça vous aide un peu aussi à voir concrètement qu'est-ce que ça peut être votre histoire avec les NFT, on va le dire comme ça. Euh, donc je sais pas par où tu veux commencer, Cooking. Moi, je partirais bien du tout début, hein. Pour moi, on va dire moi quand je t'ai découvert, on va le mettre comme ça. Et bien tu contribuais, tu commençais à contribuer à Bankless FR. Et Pas encore, pas à ce moment-là. pas encore, c'est un peu après. Alors c'était les Ouais, meet-up DeFi France Sud, les fameux. ouais, ouais, c'est Ah, ça. En ah, fait, moi, je suis un peu arrivé tardivement, donc dans la crypto, comment dire, de façon un peu plus sérieuse, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé, je pense, je crois que c'était en juin 2020, en tombant sur Token Breeze, et à l'époque, c'était le SNX en burger, kebab, je sais pas quoi, à 50%. Enfin, il avait fait un petit montage d'auto-compounding là-dessus qui était pour le moi, kebab. comment dire, intéressant parce que je venais plutôt du trading en fait crypto parce que pendant très longtemps en fait j'avais fait du forex à la base et ah ouais, on va revenir un petit peu en avant. En fait, moi je suis cuisinier de base, donc vous voyez, j'ai rien du tout de technique. J'ai fait 12 ans de cuisine et ça a été donc ma vie pendant très longtemps. J'ai passé des heures et des heures dans un métier qui était, comment dire, qui prenait beaucoup de temps pour pas beaucoup d'argent et j'ai voulu changer. Donc à la base, j'étais parti un peu sur le trading en croyant que j'allais faire un peu ma vie sur le trading, comme plein de personnes qui ont commencé à mon avis sur le trading se sont dit ça. Mais ça, c'est Et intéressant, ouais. C'est de voir que. Pardon, mais je t'interromps, mais ça m'intéresse ce vas-y. point-là, c'est que un point que je remarque souvent, moi, et même moi aussi je l'ai fait, c'est que la première étape qu'on fait dans l'espace, c'est souvent une des plus stupides qu'on pourrait faire. Tu vois ce que je veux dire? On se pense trader alors qu'on ne l'est pas, on va faire des podcast starter IDO, je sais pas quoi, alors qu'on a découvert les cryptos il y a 3 semaines. Ou tu vois, des trucs que les gens s'orientent vers des activités très expertes, alors qu'ils sont objectivement noobs, puisqu'ils ont découvert le truc il y a 3 semaines. Mais je sais pas pourquoi on a ce réflexe-là. Ouais, je pense que c'est aussi une croyance. Parce que quand tu es, comment dire, débutant, tu vois principalement les trucs d'influenceurs et tout, etc., mais pas forcément le contenu technique et la compréhension qu'il y a derrière. Donc finalement, tu t'embarques vite sur ce qu'on te montre, en fait, plus que ce que tu as besoin pour toi te développer. Clairement. Et oui, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur BitMEX, où je me suis bien sûr amusé avec le levier et où j'ai gagné beaucoup d'argent et j'en ai perdu plus. C'est ce qui se passe généralement quand même. Avec le En levier, ouais. finalité, sur le long terme, je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables en trading d'avoir la bonne discipline et être un robot, comment dire, quand on prend ses positions. Donc après, chacun doit, comment dire, s'écouter et regarder en fait ce qui marche en finalité pour lui, quoi. Dans tout investissement, de toute façon, il faut s'écouter soi-même. Sauf qu'au début, ben, on ne sait pas vraiment vers où il faut se diriger. Et donc, on est obligé d'essayer un peu différentes choses, quoi. Et donc, pour en revenir au
comment je me suis vraiment mis dans la DeFi et tout, etc. Donc c'était période de juin 2020. Et puis je suis entré après sur DeFi France, Telegram et tout, etc. Et comme tout le monde, je pense, qui a été débutant, j'ai lu pendant des mois et des mois à rien y comprendre. Mais je lisais, je lisais, je lisais, je continuais de lire. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné que Brice ait envie de faire un meet-up dans le sud de la France. Et moi, à l'époque, j'étais là-bas. Et j'ai rencontré Brice et d'autres personnes, dont Didi Moon et Mounir. Et à partir de là, bah, j'ai essayé de me mettre beaucoup plus sérieusement donc dans ce domaine qui m'intéressait et de complètement couper la cuisine, ce qui a mis un peu de temps comment dire, j'ai dû jongler un peu entre les Mm. deux pendant un moment avant de me sentir vraiment à l'aise et pouvoir complètement arrêter et changer totalement. Cuisiner des NFT plutôt que des petits plats. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça mon pseudo de Cooking Crypto, c'est pour se rappeler un peu d'où je viens, quoi. Donc n'importe qui peut y arriver, il faut juste réussir à trouver sa façon de travailler. Et donc, pour finir un 100%. petit peu après les meet-up et tout, etc., j'ai eu l'occasion aussi, grâce à Brice et John, de pouvoir l'aider en fait sur tout ce qui était traduction de contenu donc, de Bankless HQ, d'Eligway, et maintenant je l'aide aussi du côté de Bankless DAO pour les traductions. Donc, c'est mon petit côté euh, travail en protocole, on va dire ça comme ça, en DAO. Ouais, ça t'a bien aidé aussi à te mettre un peu le pied à l'étrier, ça, j'ai l'impression. Ah, complètement, parce que c'est sûr que sans le, comment dire, sans le fait que John ne m'ait pas accepté en dehors du fait que ben, j'avais aucune expérience et tout, donc même au niveau de traduction, j'ai un anglais qui n'est pas forcément aussi bon que tout le monde, mais j'arrivais à me débrouiller et c'est sûr qu'il m'a donné cette chance qui m'a poussé donc à être actif en fait, tu vois, donc j'ai C'est réussi ça, première à implication et après. voilà quoi, j'ai réussi à mettre un peu mon grappin sur un truc et puis je me suis donné les moyens de continuer où je pouvais petit à petit. Et même si j'avais aucune base technique et où je pouvais pas aider ni en marketing, ni en, je sais pas, en community management, ni en data analyse, etc., bah, j'ai pu réussir à trouver un petit endroit où moi j'ai pu faire mon petit chemin petit à petit et donc rester actif dedans. Et puis voilà, quoi, j'en suis là maintenant aujourd'hui. Ouais, non, je pense que c'est assez clair pour la mise en bouche. Ça me fait marrer pour ce meet-up DeFi France Sud, qui au final était assez mythique. On était 4, mais 4 ou 5. Ouais, je crois, c'est ça. Mais tous sont partis faire de grandes choses après, quasiment. Comme quoi, Ouais. être motivé, ça paie. Euh, mais ouais, du coup, après, c'était plus, comme je disais, un peu ton. Moi, j'aimerais bien qu'on discute plutôt de vraiment ton expérience avec les NFT et donc ta transition, autant que tu veux partager, bien sûr, hein. Bah, en plus, ça tombe bien, voilà. Dans le chat, on demande ta transition progressive vers le full-time NFT. Et, et un autre truc qui est peut-être ouais, les petits. Donc, ouais, non, vas-y, on va partir déjà comme ça, je vais essayer de structurer. Donc, en gros, toi, concrètement, avec les NFT, tu fais quoi? C'est quoi ton approche? Quelle est ta perspective, quoi? Alors là, sincèrement, en ce moment, je suis un petit peu en mode attente parce que le marché NFT, il est un peu mou. Donc, je fais pas grand-chose. C'était plutôt il y a quelques mois de ça, on va dire au niveau de la deuxième vague NFT qui a fait un peu comment dire, comme le DeFi Summer, un petit peu. C'est à peu Ouais, près, ça a des à peu cycles près les aussi, mêmes clairement. périodes. En fait, moi, je pense que je suis entré dans les NFT sérieusement, à vraiment m'y mettre à fond et plus toucher du tout tout ce qui était meme coin et tout, etc. quelques mois avant. Je me suis mis, je pense, en juillet. Et à partir de là, bah, j'ai fait que ça. Je me concentrais uniquement sur les NFT. Et donc, pour ça, comme tout le monde, bah, en fait, je passais sur Rarity Sniper et compagnie pour voir les drops. J'analysais un peu les projets d'avance. Après, j'ai quelques Discord bien, comment dire, spécialisés où je cherche aussi des informations sur les contrats qui sortent et tout, etc. Et voir un peu comment ça se mint, par exemple, et la vitesse à laquelle ça part et compagnie. Et donc, bah, petit à petit, en fait,
J'ai construit mon porte-monnaie. À l'époque, c'était donc beaucoup de PFP en fait. C'était principalement ça qui sortait tous les jours. Et petit à petit, et que comme il y avait de plus en plus de PFP, j'ai senti le vent tourner. Je me suis après concentré sur tout ce qui était euh, OG Project, enfin tous les, par exemple, Etherrocks, Etherlambo, tous ces trucs de 2016, enfin 2017 Hmm. à 2018 à peu près. Et pour après construire mon portefeuille sur plus du long terme que sur de l'achat-revente, quoi. Et juste pour faire les PFP, bah, à l'époque, tout simplement pour investir correctement, enfin de la façon dont je faisais moi, tout simplement, c'était d'acheter une dizaine en général, une dizaine ou une vingtaine, ça dépend, et surtout à quel prix le mint était. Et après, faire assez vite pour rentabiliser, enfin récupérer ma mise et après appuyer dessus et faire des reventes par rapport au graphique d'OpenSea parce qu'on n'avait pas de graphique plus intéressant à l'époque. Donc, Aïe. Ouais, c'est un peu là-dessus. non, mais c'est pas mal. Et Mais c'est vrai que cette question de combien en prendre aussi, ça, je pense que c'est important. C'est un des trucs clairement qu'on apprend assez vite euh, sur les projets NFT, quand on commence à jouer à ce jeu-là, quoi. Que c'est très, très dur de faire des bonnes décisions quand vous en possédez que un ou deux, quoi. Ça devient beaucoup, ouais, beaucoup plus facile quand il y en a 10 de bien gérer son stock, j'ai envie de dire. ouais, ça c'est sûr que je pense que c'est le conseil principal, c'est si tu as la capacité de pouvoir en acheter plusieurs, il vaut mieux en acheter plusieurs parce que sinon après tu te retrouves bloqué. Si tu en as deux, tu en revends un pour faire ta revente et pour faire juste comment dire récupérer ta mise et après tu en as un, mais tu sais pas si tu fais comment dire si tu le vends à l'ATH là ou si après ça fait 40 dans 3 mois. Donc tu te retrouves dans une position où tu sais pas s'il faut vendre, s'il faut pas vendre et tout, etc. Alors Exactement. que tu as encore la possibilité, tu vois, d'en garder un ou deux pour la montée et un dernier où tu touches pas du tout et tu sais que tu le mets dans ton Volt ou quoi. Et au moins ça te permet de lisser un peu la valeur du projet quoi, en finalité. Et puis c'est un bon test, j'ai envie de dire, pour vos convictions sur un projet donné et pour éviter la dispersion, quoi. C'est-à-dire que si a priori vous étiez chaud pour en acheter un ou deux, mais que l'idée d'en acheter cinq, par exemple, vous fait peur, alors que c'est un projet auquel vous croyez, il y a peut-être un problème sur la thèse au niveau de l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis assez clair. Mais moi, en tout cas, ça m'aide. Non, Ça m'a aidé à éviter des totalement mints, quoi. je suis totalement d'accord avec toi et sur le fait il faut cibler. Il faut pas prendre tout ce qu'on voit sur Twitter. Il faut pas, il faut... Sinon, tu te retrouves avec un Discord où tu as beaucoup trop d'informations, tu peux pas tout suivre, tu rates des choses, tu rates des mines, tu rates enfin, des news, etc. Et je pense que c'est très très difficile. Plus tu as d'NFT et moins tu les surveilles, et plus les floors ils tombent et tu t'en es pas rendu compte et tu n'as pas revendu au bon moment. Donc, petit à petit, il faut essayer de juste garder ceux que tu veux garder au long terme, et bon, tu touches pas, et les autres, les nettoyer sur la montée, quoi. Et il y a Hmm. un peu de gestion à faire là-dessus pour être efficace, ça c'est sûr. Parce que là, par exemple, je pense que il y avait un bon Telegram, enfin c'est toujours un bon Telegram, un NFT francophone qui partage beaucoup de bonnes choses. On les salue d'ailleurs. Et, euh, on est plusieurs à avoir minté un projet, c'était Cute Pig Club. Ça vaut plus rien, j'en ai minté 40. J'ai dû dépenser Aïe. un égalitaire pour ça et ça vaut plus rien du tout, quoi. Les Donc, regrets on-chain à jamais. ouais, ouais, bah ça, j'ai envie de les cacher, mais bon, c'est comme ça, quoi. Hein. Ah là là. Ouais, bon après ça c'est voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir assumer. Mais ouais, donc c'est bien, du coup tu as commencé un peu à évoquer ça, mais je pense que un des points, moi en tout cas, qu'on me demande souvent dans les questions sur les NFT, ça va être typiquement donc comment suivre ce qui se passe. Donc là, tu as évoqué quelques trucs, je sais pas si tu peux nous donner d'autres éléments là-dessus. Et après, assez lié, mais peut-être pas forcément, qui est comment tu analyses un projet donné, quoi. C'est-à-dire un pote, il t'envoie un truc, ou un de tes Discord, ou un de tes Telegram que tu suis, il y a un projet qui pop dessus, qui te semble pertinent. Quel genre d'analyse tu fais, quoi. Et ouais, on va commencer par le premier. Moi, pour suivre un peu les projets,
J'utilise alors c'est wgmi.io, je crois. Je vais juste vérifier en même temps que je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça permet en fait, je vais vous le partager. Ça permet en fait d'avoir les flores. Donc c'est assez pratique pour avoir une vision d'ensemble. Par contre, c'est payant. Hop, je vais mettre là-dedans. Ouais, je crois que j'ai pas C'est le bon là. Ah oui, j'ai un A en trop, moi, c'est ça, d'accord. ouais. Ça permet de voir les flores de tout NFT, donc c'est vraiment pas mal. Après, des fois, il vaut mieux aller regarder directement sur OpenSea les dernières ventes, c'est plus efficace pour avoir quelque chose de précis. Mais moi, je l'utilise tous les jours pour voir un peu s'il y a eu des mouvements importants, si j'ai des choses comment dire, à vendre ou pas. S'il y a un gros mouvement, bah, j'en profite pour aller voir les Discord et compagnie, s'il y a des informations qui sont passées ou autres. Et C'est le après, j'ai signal de un... haut niveau, quoi. Ouais, ça te permet de savoir s'il y a un truc qui s'est passé, tu le vois rapidement avec ça Ouais, sur une collection d'années, quoi. ça, et après, tu vas aller fouiner si tu as d'autres informations ailleurs, s'il y a une raison. Parce que généralement, il y a toujours une raison quand tu as plus de 50% sur un projet. Tu as ou un influenceur ou une annonce ou quelque chose qui va pousser là-dessus. Et c'est toujours intéressant de voir que, enfin, s'il y a une grosse excitation comme ça, peut-être qu'il faut que tu délistes Ouais. certains trucs. Comme par exemple, moi j'avais beaucoup de Lazy Lions, je n'avais pas regardé, j'étais détendu à un moment donné et ils se sont bien vendus. Et en fait, j'aurais pu les délister et faire x3 ou x4 dessus, quoi. Ça, de toute façon, ça peut pas être partout. Ah, après ça aussi, c'est vrai que ce que j'aime bien, juste petit point là-dessus, c'est un service, c'est gratuit, mais vous pouvez payer en Ether directement pour avoir accès au premium. Je crois que je sais plus s'il vous donne un truc ou juste le wallet il est reconnu, mais il y a pas mal de services NFT qui marchent comme ça. Où en gros, ils vont Ben, avoir, ils sont gratuits et vous achetez par exemple un NFT pour avoir accès à leur application pro à vie, quoi. ouais, ben, celui-là, c'est voilà, c'est payant. Alors, je ne sais plus combien je crois que c'est C'est 0,1. c'est ça. Mais c'est pas si mal peut-être de l'acheter maintenant que l'Ether il est pas si élevé, mais bon, c'est pas un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez. Après, moi j'ai jamais essayé Nansen, mais je pense que Nansen Ouais, mais c'est Nansen, peut-être. c'est énervant de devoir foutre ta CB pour payer un outil d'analyse crypto, tu vois. Que les gars, ils se Et tu goinfrent peux pas un k payer cinq à l'année, pourquoi pas, mais... Si, je crois qu'ils ont pris la crypto, mais j'ai envie de dire, c'est... Il te faut créer un compte avec email, mot de passe, enfin, rien que ça, genre, c'est bon, à quoi. l'email, moi ça me dérange Ah maintenant. ouais, Enfin, il y a arrête plein de tes solutions. conneries, quoi. Genre, t'as un wallet, je paye avec ce wallet, t'envoies un NFT sur ce wallet qui reconnaît que j'ai accès à ton service. Fin de l'histoire. Comme ça, tu peux pas me l'enlever, et c'est la méthode la plus solide pour faire ça, quoi. Si eux, ils le font pas, qui va le faire? Ça me rend un peu ouf, moi. Petite parenthèse. Et donc voilà, si vous voulez faire un Ouais. service NFT, faites un paiement directement au chain, Alors je vous s'il vous plaît. partage juste un autre comment dire, un autre endroit où je regarde un peu les flores et autres. C'est encore en construction, c'est assez nouveau. Ah, Exodia, Là, ouais. c'est pareil. Je pense que ça va être intéressant parce ils sont très actifs dans le Discord à écouter tout le monde et tout, etc. Et ils font que construire, enfin, que développer, quand on dit ça comme ça. Et je pense que sur le long terme, ça va être intéressant. Après, c'est toujours des paris, hein, donc je vous conseillerais pas forcément d'acheter un NFT lifetime, mais moi, je l'ai fait et j'en suis pas mécontent pour l'instant. J'ai juste hâte de voir la suite. S'ils écoutent bien ce qu'on dit et si on va avoir droit à des graphiques intéressants et tout, etc. Et en parlant de graphiques, j'en parle un Ah, dernier, j'en c'est bien, partage tu un nous fais dernier que la j'ai trouvé. toolbox NFT, là, au top. Alors attends. Ça, viens de le découvrir. S'il faut, ça date un peu, hein, je, je l'ai vu il y a 2 jours et je me plaignais en fait que qu'on ne Ah, trouvait pas de graphique intéressant sur OpenSea, enfin le graphique valable. Et ça a l'air pas si mal. Sauf que c'est que pour le haut du canon, c'est ça? C'est comme ça que tu dis? ouais. Pour le haut du canon, quoi. Ah ouais, Et donc... c'est à voir comment ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire après sur la suite. Ah, Mais c'est moi, les vrai qu'après, graphiques tu peux sont. comparer Voilà. les floors aussi, ça c'est cool. Non, c'est intéressant. Mais j'ai pas étudié plus que ça. J'ai juste ouvert hier, donc j'ai pas mis le nez de plus, quoi. Tiens, j'essaie de voir une petite comparaison de 4 floors.
Ouais, c'est pas mal pour avoir un peu de données en perspective sur plusieurs collections, voir les évolutions de volume. Ouais, c'est pas inintéressant. Ah, il y a même les distributions, combien de tokens par wallet, quoi. Hein. Et IC Tools nous donne Maculotte dans le chat. Tu connais ça? J'ai jamais utilisé. Ouais. J'ai déjà vu, mais j'ai jamais trop regardé. Tiens, alors attends. Il te propose un premium. S'il faut le faire avec une carte, je bute quelqu'un. Ah, ils ont un Pay with Crypto. Ça se passe comment? Ah Ah, ouais. c'est pas mal du tout, Ice Tools, en fait. J'avais pas vu, mais Ah ouais, c'est pas mal, ok, ok. bon, bah, c'en est un autre, quoi. Il faut que j'enregistre, hein. Ouais, ça après vraiment, la toolbox, c'est un peu vos préférences aussi, hein. Ça va être comme en DeFi, quand on parle de «Ah ouais, moi j'utilise Zapper» ou «Non, moi j'utilise des punks, ah non, moi je suis sur ce truc-là». Voilà, tester les outils, faut savoir ce qui existe et ouais, trouver ceux qui vous parlent. Et c'est vrai, ouais, Joshemla, merci. C'est vrai que maintenant il y a DeFi Lama aussi. Je sais pas si t'as vu ça, Cooking, qui a lancé, Non, du tout. ils ont lancé un tab NFT, quoi. Et bah, en gros, tu peux voir les grosses collections. C'est pas mal pour la vue cross-chain surtout. Moi, j'ai découvert des trucs sur. Tu sais, j'ai aucune idée je sais pas, qu'est-ce que font les macaques sur Solana, par exemple. Bah, là, tu vas voir, en gros. Bah, voilà, apparemment, les Lucky Kittens, c'est le plus gros truc de Solana. Mais tu vois, au moins, ça te donne un peu des infos comme ça. De voir aussi un peu ce qui se passe sur ImmutableX. Non, c'est pas pire. Après, ouais, c'est un peu. Ouais, ils l'ont sorti il y a 3 jours, quoi. Donc, pour l'instant, c'est vraiment juste pour la TVL à haut niveau. Mais pas tellement plus. Et tiens, tant qu'on y est, je crois que je vous avais mis une petite toolbox NFT, faudrait que je la mette à jour là-dedans. Il y avait quoi? Il y avait Rarity Tools, ça allait peut-être celui qu'on a oublié. Si vous faites des collections, c'est généralement utile. Et je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai mis les outils là? Ouais. Ah oui, il y a les trucs de galerie après. Mais sinon, je crois qu'on a fait le tour. Hum, hum. Et donc, Cooking, au niveau de... Alors, autant que tu peux... Ah oui, Astrodrop nous dit Diziac, ça c'est assez cool. Si vous voulez faire des airdrops de NFT, il n'y a probablement pas mieux. Donc au niveau de ta stratégie en elle-même, euh, je sais pas après dans quelle mesure tu veux partager, mais au moins tu vois l'approche de haut niveau, c'est-à-dire, en fait l'autre jour je t'avais fait un ping sur Discord parce que c'est une question qui revient souvent aussi, c'est ok, d'accord, ça m'intéresse, la DeFi, les NFT, mais je fais quoi? Je commence par de la NFT, puis je fais de la DeFi, ou alors je fais de la DeFi, puis je fais des NFT. Enfin, tu vois, les gens, ils se posent un peu la question comme ça. Et donc, toi, en gros, comment tu as articulé ça à ton niveau personnel? Si tu peux répéter, parce que ça a coupé plusieurs fois, j'ai pas entendu le Ah niveau merde, des... pas de souci. Ouais, je te demandais, en gros, ben, en gros, comment toi, ça s'est articulé, ton application à la fois, donc en gros, d'abord plutôt NFT, puis après DeFi. Comment s'est fait le passage de l'un à l'autre? Et qu'est-ce que c'était la réflexion, si tu veux, quand tu es venu au NFT, tu es venu pour une chose. Après, tu es passé à la DeFi, probablement pour une autre raison aussi. Ouais. En fait, bah, à la base, DeFi, je l'utilisais avec mon compte classique. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais me concentrer sur les NFT. Parce que c'était aussi la hype du moment, NFT. Juste avant, j'étais parti aussi des cons qui achetaient des shitcoins et les compagnies, les trucs, etc., quoi. Donc, donc à partir du moment où j'ai fait des gains sur les NFT, le principe, c'est tant que le marché, je le sentais bien, je continuais d'acheter ce que je trouvais et tout,
etc. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai senti que ça commençait un peu à se, comment dire, à se ramollir, enfin, c'est pas forcément se ramollir, il y avait beaucoup, beaucoup trop de projets inintéressants qui sortaient tous les jours et tout, etc. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai voulu, donc, je disais, partir sur des trucs un peu plus anciens. Et la plupart des ventes, les restocker en Ether pour pouvoir après les placer en DeFi un peu partout, entre Ribbon et tout, etc., sur des trucs un peu plus long terme, parce que j'avais plus confiance forcément au marché NFT là. Donc pour moi, ce qui m'a aussi aidé à partir beaucoup sur la DeFi là, sur la fin, c'est qu'il y a un projet que j'ai réussi à minter au bon moment, qui m'a permis en fait après de minter encore plein d'autres projets grâce à celui-ci. Et parmi ces autres projets, un autre protocole qui en gros euh, qui avait un farming par rapport à ce que tu posais là-bas. Et en fait, à partir de là, je suis allé faire de la DeFi sur Arbitrum et Arbitrum, bah, j'ai placé sur Curve et compagnie et sur Ethereum classique sur Convex et autres, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de maximiser au maximum les gains que je faisais en NFT pour tout mettre sur l'Ether. Et même si c'est pas forcément le mieux à faire, mais j'ai quand même mis du stablecoin et tout, etc., une partie de mon porte-monnaie, bien sûr. Mais je suis encore très confiant. Alors peut-être c'est une erreur, mais je suis encore très confiant pour cette fin d'année et l'année prochaine. Donc j'ai envie de prendre ce risque et de me concentrer sur la possible hausse de l'Ether sur ces prochains mois. Ah, et tu restes exposé. Mhm. Ouais, je reste exposé, même si j'ai quand même une bonne partie en stablecoin sur la DeFi, comment dire, Curve et compagnie, plus, enfin moins low risk, on va dire. C'est ça. Bah après, c'est ouais, c'est là le fameux point de minimisation des regrets. Moi, j'adore cette notion. Franchement, s'il y a un truc que je peux donner aux gens, c'est ça, je pense. C'est ayez des Ouais, c'est stratégies de minimisation des regrets. C'est-à-dire que vous n'allez pas être... personne fait des choix parfaits tout le temps, parfait. à part si vous y mettez vraiment les moyens. Mais je veux dire, regardez ce que ça implique d'être un absolu professionnel sur quelque chose. C'est énormément de boulot. Donc en fait, avec une approche de minimisation des regrets, c'est beaucoup plus permissif envers vous-même. Et l'idée, c'est juste, ben, voilà, minimiser les regrets. Donc typiquement, ça vous amène à... Si vous avez pris des gros multiplayers sur un projet, vous allez sécuriser une partie juste par vertu de... On ne sait pas de quoi le futur est fait. Peut-être qu'il y a un autre x10 derrière. Mais après avoir pris déjà un premier x10, c'est con de ne pas vendre un dixième du sac, si vous voulez, pour ne pas avoir de regrets, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Mais ça, Ouais, mine de rien... c'est mm, sûr qu'il faut toujours prendre ses gains, quoi. Faut arrêter de rêver n'importe quoi, ça monte pas jusqu'au ciel. Et là, on le voit très bien, la vague, on est bien, bien, bien mou en ce moment. Donc tout le monde attend, il se passe rien. Et je sais que j'aurais pu bien sûr, comment dire, optimiser ça avant, mais c'est comme ça. On peut pas être, comme il dit, on peut pas être parfait, on peut pas choisir le bon moment exactement. C'est pour ça que de temps en temps, bah, faut en vendre un peu plus et ce surplus, et ben, ou en remettre pour un portefeuille NFT et une partie DeFi, ou alors mettre tout en DeFi et sécuriser sur du stablecoin qui après pourra faire en sorte peut-être que ça fasse votre salaire, quoi. Ouais, putain, c'est vrai Mais que là, je regarde les floors, ils se sont fait massacrer, quoi. Putain, un truc genre le ouais, bah là, punk comics, apparemment, il y a genre 2 semaines, c'était à presque 4 Ethers le floor, maintenant c'est à 0,4, quoi. Pff, allez. ouais, mais ce qu'ils ont fait là, je crois que c'est le Ça a dû dernier être... mint. C'est une sortie, ça, C'est- je pense, hein, ouais. Parce que tu vois, ça fait un M de McDonald's sur la courbe du floor. non, mais je crois enfin, il y avait ça parlait négativement sur le dernier mythe, là, il y a quelques... enfin, j'ai pas regardé parce que comme je suis pas dedans, je pas plus que ça. Mais il y avait eu un petit peu de drama, je crois. Hmm. Alors je peux pas en dire plus, donc excusez-moi, je n'ai pas de Petit précision. drama à Larva Labs, peut-être. Euh, Alors, on demande dans le chat le projet de départ, si tu veux le partager. Après, c'est comme tu veux, bien sûr. J'ai pas compris. Là, le Tu... projet de départ, ouais, je peux partager. J'ai eu de la chance de rentrer dans l'août en fait. Et l'août m'a permis après de tester plein d'autres choses, tout simplement. Hmm. Et là, sur Arbitrum, ce qui marche bien, c'est dans les dérivés de l'août, c'est
projet Trésor avec le token Magic qui sont en train de faire un marketplace et tout ça sur Arbitrum qui est, je pense, intéressant, qui se développe assez vite, ils travaillent beaucoup. Et pour moi, c'est le projet le plus intéressant dans l'écosystème Loot. C'est Trésor qui sont le plus efficaces et qui, pour moi, produisent ouais, tout simplement. Hmm. Puis c'est marrant aussi la partie où, disons que concrètement, pour le mettre simplement, dans l'excitation qu'il y a eu sur Loot, t'as pas minimisé tes regrets, hélas, à l'époque. Mais Non, au final, tu as réussi à rebondir. Alors, ça t'a pris plus de temps, mais tu as réussi à rebondir, toi, plus grâce au farming fait avec tes loots et tous les dérivés, et les airdrops et les choses comme ça. Malgré le fait qu'en fait, bah, concrètement, tu as minté des loots donc quasi marginal, et à un moment donné, ces trucs-là, ils valaient 15, 20, 30 Ethers l'unité, et que tu n'as pas saisi cette opportunité-là, tu as quand même réussi à rebondir secondairement, j'ai envie de dire. ouais, et après, je profitais aussi, parce qu'à l'époque, n'importe qui, enfin, n'importe quel développeur, il créait un projet par rapport au loot et tu avais une excitation à ce moment-là. Donc, en gros, tu pouvais minter gratuitement. Je vendais la plupart de ces projets-là parce qu'ils n'étaient pas forcément intéressants. C'était abstract loot, je sais pas quoi, je sais pas. Enfin, le truc, c'est que je me suis dit, ok, loot, ça a l'air super intéressant et il y a l'air d'avoir une vraie excitation pour un peu un nouveau monde métavers et tout, etc. Pas du tout construit. Et je me suis dit, ok, c'est la base de quelque chose. Je préfère essayer de garder la base et revendre tous les aspects au maximum et pouvoir me dire dans je sais pas, 5 ans, ouais, ben, j'ai ce loot-là qui me permet d'être, je sais pas, un super elfe, j'en sais rien, dans ce jeu. Et ouais, j'avais envie de garder Ah, ces le loots projet totalement. aussi, ça avait beaucoup résonné. C'est ça aussi qui est très Ouais, difficile quand vous avez un peu un ouais, projet de conviction et que le marché vous valide. C'est là où vous devenez le plus dangereux envers vous-même, quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est jouissif de se faire valider ses convictions, quoi. Mais ah maintenant, oui, c'est sûr. Mais c'est là qu'est important aussi le fait de se mettre des prix de vente. exactement. Euh, Moi, en fait, j'en avais vendu un seul. J'avais récupéré bien ma mise et tout, etc. Quoi, de super, quoi. Et, euh, et par contre, derrière, j'ai voulu faire à l'œil, les surveiller, etc. Et finalement, ben, j'ai descendu et ma discipline n'était plus là. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut assez rapidement lister à un prix que tu te décides et au moins tu te et tu le vends et derrière, tu es content. Bah, après, dans mon cas, ça a marché pour le mieux, le fait que je ne l'ai pas listé. Mais bon, j'aurais pu optimiser, c'est sûr, il y a d'autres façons. Ouais, et puis ça dépend des projets, quoi. T'as de la chance qu'a priori, Loot, c'est pas juste un truc. Enfin, il y a eu cette vague d'excitation, mais a priori, c'est quand même aussi. Bah, c'est tout un écosystème, ça a aspiré plein de trucs. Maintenant, il y a Cronier qui fait son spin-off de Loot avec Tréjure, je sais plus si ça continue. Enfin bref, il y a eu toute une démarche et l'écosystème Loot en lui-même faisait des choses. La plupart des projets NFT, je veux dire, c'est un peu les larmes des pingouins aujourd'hui qui sont en train de réaliser qu'il n'y a rien dans leurs pingouins à part le fait qu'ils sont mignons, quoi. Mais oui, bien sûr, mais on le savait, ça. Bah, c'est pour ça que ce projet aussi m'intéressait autant, quoi. Parce que à force d'avoir du PFP avec, ok, vous ferez partie du channel VIP de Discord et où on Oui. repartagera d'autres projets que, bon, bah, en finalité, c'est des influenceurs qui te partagent et qu'ils le vendent juste sur ton cul, enfin, sans vouloir être grossier. Mais je le suis. Mais ouais, il y avait quelque chose de nouveau, quoi. Et c'était intéressant, c'était curieux. D'accord. Donc, ouais, je me suis dit, je prends sur moi. Ok, j'ai peut-être pas gagné énormément d'argent dessus, mais au moins, ma conviction était là, quoi. Et finalement, bah, je suis pas content. Et par contre, ouais, un truc sur les NFT, bien choisir et être très patient aussi. Oh oui. Parce que il y a plein de projets qui explosent rapidement et tout, etc. Mais en final, quand on regarde ce qui se passe, c'est plutôt dans les allez, 30 jours à 3 mois après qu'il se passe réellement comment Voire dire, la plus, hein, voire construction. plus. Il y a des trucs vraiment. Parfois, il se passe rien, quoi. Enfin, je sais pas. Regardez les luchas, il se passe rien pendant 2 mois et après, les gens s'excitent sur le mint. Des trucs genre. Je sais pas. Récemment, j'ai vendu un CryptoFunks, par exemple. J'avais même oublié que j'avais le truc. Pour vous donner une idée, j'avais oublié que j'avais le truc. J'avais oublié qu'il était en vente sur Harible. Parce que je vais plus jamais sur Harible ou plus trop.
Et c'est les Ethers dans mon wallet qui m'ont fait remonter la trace du truc, quoi. Et bah, c'est un truc que j'avais minté il y a une éternité. Mais ça vous montre aussi que, ouais, ça met du temps à se développer, quoi. Surtout sur des choses un peu. Bah, les trucs comme CryptoFunks, tu vois, ou qui sont de la parodie du canon, ça, c'est très. La mode peut changer très vite, quoi. Hum, hum, hum. Et c'est pour ça que il faut prévoir la prochaine vague NFT, de faire le tri, de les garder ou pas, et de dégager le reste. Hmm. Ce sera le bon moment, hein, parce que bon, la plupart, à mon avis, c'est pas 80%, ça se vendra plus. Oh, pardon. Je suis bien claqué, moi, déjà, ce soir. C'est peut-être pour ça que je fais pas des lives à 21h. Mais c'est bien, ça change, en vrai. J'aime bien, c'est plus décontracté. Donc, il y a Draw Mods. Juste la, Ah, ouais, vas-y. Bah, prends-la. juste la question là, quels sont les devoirs que nous devons faire pour se constituer un début de portefeuille d'NFT? Alors moi, je n'aurais pas forcément de devoir comment dire, à donner, et surtout maintenant en fait. Ce que je conseillerais plutôt actuellement, c'est bah, regarder, te faire ta propre analyse et tout, etc. Vérifier après le graphique quelques jours après. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment pas confiance euh, dans forcément tous les projets qui sortent. Donc, moi, je mets plus d'argent là actuellement. Je ne touche pas trop à NFT. Il y a quelques projets, c'est très très rare que je rentre, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans l'euphorie NFT, qu'elle est passée. Et donc, je conseillerais plutôt bah, les projets, d'aller sur Discord, regarder, s'intéresser, etc. Et à force d'en regarder, petit à petit, tu vas voir les différences sur ceux qui font du PFP en voulant te vendre un truc VIP, et ceux qui veulent créer un écosystème, créer un token qui va avec, garder la valeur du NFT, comment ils vont garder comment ils veulent faire aussi dans leur projet. Parce qu'il y a plein de projets où tu vois très bien que tu n'auras aucune décision dedans, quoi. Et sur le long terme, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout au projet où c'est uniquement quelqu'un qui décide, quoi. À part si c'est un artiste bien particulier. Et Hmm. là, bah, tu tapes l'art et pas les NFT, PFP et compagnie, quoi. Non, je suis assez d'accord. Et peut-être juste une petite addition, c'est dans ces phases un peu calmes, c'est probablement plus pertinent de pas aller minter des trucs nouveaux, mais parce qu'ils vont probablement pas tant marcher que ça, slash on est en saturation, comme le disait Cooking. Mais par contre, si on est réellement en saturation, alors c'est aussi potentiellement le moment où il y a des bonnes affaires à faire sur des collections déjà existantes, un peu oubliées de la hype, j'ai envie de dire, mais qui ont pas chômé pour autant. Ah, tu as totalement raison. Je pense que c'est un bon moment, même si je pense que ça va durer encore un petit peu plus Ah, et pas longtemps, pressé, je bien pense. sûr. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est le moment de regarder, bah, par exemple, les premiers projets, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant et qu'est-ce qui fait qu'ils sont à cette place-là, quoi. Punks, par exemple, là, ils sont en train de perdre leur première place, quoi, parce que Red Art Club, ils ont une vraie communauté, bon, qui des fois, comment dire, Elle se fait tailler la communauté Bored Ape aussi, la pauvre. En ce moment-là, vraiment, ils ont pris une chair, là, parce qu'en gros, c'était violent dans hier. leur phrase, enfin, C'est ça. Et disons que les macaques, ils ont une proportion à donner leur phrase privée un peu plus élevée que la moyenne, quoi. Mais, mais et c'est là que tu vois que quand même une merde, c'était où? communauté qui est enthousiaste, etc., ça apportera toujours plus de valeur au projet parce que même s'ils sont, comment dire, ils font des bêtises à donner leur clé de compagnie, ils ont un engouement qui, en finalité, fait qu'ils veulent pas vendre. Ouais. Donc, si tu as une communauté bête et gentille comme ça, et tu peux, comment dire, tirer enfin, faire tes bénéfices ou autre dessus, parce que tu as une idée que ces personnes-là, bah, ils veulent le garder jusqu'à la fin, quoi, tout simplement. Ah, mais c'est vrai que Donc, tu le vois, ouais, dans les stats, même. Tiens, ouais, là, j'étais reparti sur NFT Charts. Mais on l'avait regardé tout à l'heure, tu regardes le nombre moyen de holders, pardon, de ape par holder, il est 2 fois inférieur au nombre de punk par holder. Donc ça te montre qu'ils sont beaucoup plus distribués, en fait, les apes. En gros, il y a la moitié des wallets qui ont interagi avec qui possèdent qu'un seul ape, à peu près.
Alors que tu prends un truc comme les punks, c'est un quart des wallets qui en possèdent qu'un seul. Ouais, tu vois, ça, c'est des informations intéressantes à regarder, par exemple. Ouais, que vous pouvez voir du Ouais, coup sur LFT Charts qu'on vous a mis tout à l'heure. c'est peut-être le moment d'aller faire un tour sur un NFT Chart, regarder un peu ce qui peut vous plaire et tout, etc. Regarder le prix et c'est une évolution, quoi. Parce que c'est sûr il va y avoir des affaires à faire la prochaine. C'est sûr. Il y en a tellement qui l'ont acheté en haut des projets qu'il y en a plein qui vendent en perte, là. Puis vous Énormément. voyez bien que là, en plus, c'est bien. J'aime bien cette comparaison entre les trois là, parce que c'est un peu trois gros trucs canoniques, mais qui sont pas du tout au même stade chacun. Et là, je pense qu'on le voit clairement dans les courbes de prix, quoi. C'est-à-dire, bah, on voit ce que tu dis en termes de floor. Au niveau des punks, on voit qu'ils commencent à se faire remettre en question. Slash, ils respirent par rapport au fait que bah, ça fait une verticale avant, quoi. Tu vois côté pingouin qu'on est plus dans la phase, on est en train de finir le M de McDonald's, quoi. Hum. Et Ouais, t'as côté pas de volume, tu vois. et côté Ape, pour le coup, on est sur un truc beaucoup plus bullish, quoi. Genre, bon, à voir, mais a priori, la courbe n'est pas dégueulasse et laisserait présager potentiellement. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil, hein, mais a priori, elle a bien meilleure gueule, en tout cas, que la courbe du floor des punks ou des petits penguins. Ouais. Après, Pudgy Penguins, tu vois, je pense que c'est un truc à regarder parce que là, ils sont en train de tanker. Il n'y a pas de volume et tout, etc. S'il y a du volume qui reprend, C'est je vois vrai. pas pourquoi on pourrait pas monter. Maintenant, c'est pas des conseils, hein, chacun doit faire ce qu'il ressent puis il y a plein de façons, je pense, de pouvoir acheter des NFT, quoi. Il y a ceux qui vont regarder que le côté art et tout, etc. Il y en a, ils vont aimer tout ce qui est euh, intelligence artificielle tout ce qui est, comment on appelle ça déjà? Euh, Les GAN, aux é- là, les trucs générés. ouais, voilà, tout ce qui est art génératif et tout, etc. Enfin, voilà, c'est ça que je... Merci. Ouais. Et après, il y a de tout. Après, les PFP, tu fais partie d'une communauté. Donc, si tu as envie de faire partie de la communauté de Bored App Club, bah, c'est un bon moyen euh, c'est un bon moyen de mettre son argent là-dedans. En espérant que la communauté va rester soudée autour de ça et qu'elle ne vendra pas. Parce qu'il y a eu un refus de vente là. Non, c'était ça, sur un Bored App Yacht Club, il y a quelques mois de ça. Il proposait 6 millions, un truc comme ça. Le mec, il a dit non. Tiens. Je sais plus. Attends, est-ce que je peux retrouver ça? Ah, si tu l'as, ça peut être marrant. Euh, Non, ça va être compliqué, je pense. Non, je vais pas, je vais perdre trop de temps. Regarde. Ah, puis après, tu vois qu'il y a des choses aussi, tu vois, par exemple, sur les pingouins, juste pour continuer avec les données. Les pingouins, ils sont beaucoup plus récents que les punks. Il y en a un peu moins dans la collection. Pourtant, il y a eu plus de ventes uniques de pingouins que de punks. Donc, en gros, les pingouins, en moyenne, un pingouin, ça a changé 3 fois de main, si on prend ça en rapide. Alors qu'un punk, Ouais, 1,8 fois. Sachant qu'un pingouin, ça a 6 mois d'existence, un punk, ça a 2 ans d'existence. Donc en fait, un pingouin change de main 8 fois plus rapidement qu'un punk. Ça peut vous donner des choses comme ça aussi. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ça, j'en sais rien, c'est à vous de voir, hein. Mais voilà, comme ça peut alimenter votre thèse, quoi. C'est surtout ça. Si votre thèse, c'est je sais pas que les pingouins, ça va bien marcher parce que regarde, c'est mignon, c'est populaire, il y a plein de gars, ils possèdent juste un pingouin, ils n'ont pas 40 000 pingouins, et blablabla. Ben voilà, vous pouvez un peu alimenter la thèse en comparant si effectivement c'est vrai, quoi. Ah, c'était sur un punk l'offre, ouais. Je me disais parce que le prix que tu me donnais pour un macaque, ça me semblait un peu gros quand même. bah, je me suis un peu excité. Non, j'ai confondu. Vu Hmm. qu'en ce moment, c'est un peu la baston entre les deux, Ouais, ouais. j'ai j'ai dû, euh, j'ai dû confondre. Bah, j'ai confondu tout ça. Bah, écoute, moi je crois que je vais pas tarder à m'écrouler. Donc on va prendre un peu le temps tranquillement de prendre les dernières questions s'il y en a. Et, euh, et après je vais aller me foutre au lit. Sacré week-end. Mm. Je sais pas si t'avais d'autres trucs toi ce que tu voulais partager. Je regarde un peu mais je crois qu'on...
juste en dehors, tu vois, du côté NFT, etc., je veux juste dire à ceux qui ont envie d'aller dans ce métier, ce domaine, et tout, etc., que tout le monde peut y arriver. Si moi, cuisinier, avec une expérience qui est inutile totalement en Oh, crypto-monnaie, parce que ça dépend. ça me- non, moi, ça ne me sert à rien. Enfin, en cuisine, tu Attends gères qu'on une lance la équipe. ferme de DeFi France, on va voir qui est inutile. Oui, mais bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec les compétences manuelles. Ouais, non, je Manuelles, taquine. donc, ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut y arriver. C'est juste que il faut bosser, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, on est bien compte que, ouais, déjà juste pour être ici, c'est qu'il y a déjà eu du boulot, quoi. Mais, euh, mais ouais, tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai bossé super dur pendant, allez, peut-être 5 mois. Je me levais à 4 heures du mat et je me levais à 22 heures pour être, parce que comme j'habite dans le Pacifique, c'est pour être un petit peu avec la France, en fait. J'ai essayé de, comment dire, de mettre ça ensemble. Et bah, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et puis finalement, au bout d'un moment, on y arrive, quoi. Et on y arrive sur ce qui nous intéresse le plus, quoi. Donc il faut trouver ce en quoi on est bon et qui nous plaît. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un Brice avec le côté technique d'aller chercher dans les contrats, ici, etc. et compagnie, et comprendre toute la code tokenomique avec précision. Moi, je suis très bon pour aller chercher les informations, par exemple. Ça, c'est un truc que je sais faire et donc je me concentre là-dessus pour avoir les bons groupes Discord, les bonnes informations au bon endroit et suivre les bonnes personnes et avoir les bonnes notifications au bon moment pour pouvoir réagir. Chacun sa spécialité, ouais, c'est quand même... mais c'est vrai que je pense que c'est très vrai. Euh, donc ouais, c'était un punk à 2500 Ethers, la vente, nous dit Tulip, merci à lui. Ouais, 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 voilà. Et C'est là que tu vois l'importance de la communauté qui est à l'intérieur de ces projets. clairement. Parce que bah, après, lui aussi, il le vend pas parce que enfin, maintenant, c'est son punk, c'est sa marque, quoi. Sa vie, il l'utilisera en tant que marque. Après, il y a les limites à ça, hein. On a vu l'autre, la 4156, qui était punk depuis pas si longtemps que ça, mais pourtant Ouais, ouais. 4156, lui, on lui a mis une offre à 3000, le lendemain, il était plus punk 4156, hein, donc, pas de problème. Donc ça dépend des gens, hein. Ah oui, non, ça dépend des gens, ça c'est sûr et certain. Ça dépend des gens. Mais je trouve que tu vois, les punks dernièrement, il y a une vague Non, c'est vrai que de- leur statut spécial de premier, tout ça, ça fait que ça s'y prête vraiment bien quand même de, en gros, gens qui ont construit leur identité on-chain autour de leur punk, on va dire comme ça. Et du coup là, si c'est le cas, en effet, vous vous dites, ça devient un peu dur de le vendre, quoi. Si vous voulez, c'est un peu comme si James Bond, il vendait son Aston Martin. Sauf que, en fait, en même temps, en disant ça, il roule plus en Aston Martin, James Bond, donc ouais. Vous avez compris l'idée, c'est un peu la marque de fabrique à ce stade-là, quoi. Après, ils peuvent se permettre de faire ça parce que aussi dans leur porte-monnaie, sûrement qu'ils n'ont pas que ça, quoi. Donc, moi, on Bien me sûr. propose 9,5 millions pour un punk, j'accepte de suite, hein. Je suis pas. Voilà, chacun est différent, quoi. J'adore Tulip. 41-56, c'est à minimiser ses regrets. C'est ça, en fait. Et ici, on rebalance ses responsabilités et on minimise ses regrets. Et pardon. Il y a Nito qui te demandait dans le chat aussi. Ça, c'est un ami de Diziac. Il te demandait pour les NFT de Pascal Boyard. Boyard, J'ai pas pardon. du tout regardé. Euh, Alors, je ne peux pas t'en c'est- parler. Je n'ai ah, pas. ben alors attends, tiens, on va conclure là-dessus alors. Et je te fais l'article. En fait, c'est un artiste français. Il fait des projets C'est. vraiment stylés et il a commencé. Lui, c'est un artiste physique, tu vois. À la base, il fait pas des NFT, quoi. Il fait des trucs. Et il avait un Je crois que j'avais projet, vu un article là-dessus. C'était sur c'est ça, NFT. la chapelle Sixtine Borgny. Underground, quoi. Ouais, bah, c'est ça, ils en ont parlé là-bas. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc là, tu as un docu sur ça. C'est en gros, dans un banlieue parisienne, il a refait un mural euh, digne de la chapelle Sixtine, on va inspirer de ça. Et pour le financer, si je vous dis pas de bêtises, le mural, il a été numérisé en plusieurs parties qui ont été vendues chacune en NFT et ça lui a permis d'avoir les matériaux nécessaires parce que c'est une grosse œuvre, hein. C'est un truc sur un mur énorme. Il y a des centaines, voire des milliers d'euros de peinture et de matos qui sont passés là-dedans, quoi. Euh, donc c'est un projet assez stylé. Et puis surtout la démarche, si tu veux.
Et depuis, il a fait pas mal d'autres choses dans les NFT. Euh, et là, récemment, je ne saurais pas vous dire, mais je sais qu'il a sorti un truc récemment. C'était très compétitif, et voilà. Mais j'ai pas eu le temps de voir plus que ça. Mais en tout cas, ouais, c'est cool d'avoir des artistes français qui font des choses. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup en fait, tu vois, avec les NFT, c'est que un artiste comme ça, même quelqu'un qui est pas connu, qui veut se développer et tout, etc., qui arrive à trouver une communauté et à vendre ses NFT, bah, il peut, enfin, genre, par exemple, je sais pas, un artiste qui fait de la musique, il peut se faire sponsoriser son album, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et c'est la communauté directement qui va payer pour son album et après avoir les droits d'auteur dessus. Donc on enlève les intermédiaires et t'as que des mecs qui sont intéressés pour ton projet. Si tu tapes la communauté, après si tu tapes des Venture Capitals et tout, c'est autre chose. Mais si tu essayes de cibler sur la communauté, tu te retrouves avec un noyau de fans, d'artistes en tout genre, qui qui n'ont pas de raison de revendre, tu vois, leur NFT, quoi. C'est un côté aussi. Et puis ça se fait Euh, vraiment pas à pas, ouais. C'est vrai que là, je viens de réaliser, je me disais, j'avais pas toute l'histoire. On m'a précisé dans le chat. Mais c'est vrai qu'en fait, si je me souviens bien, il a commencé par faire juste des murales ou des choses comme ça, où il mettait un QR code et les gens pouvaient lui faire des dons en crypto. Et après, à partir de là, il a continué à faire ça, parce que là, sur la chapelle Sixtine, je crois qu'il y avait aussi un QR. Mais il a exploré d'autres trucs avec les NFT pour se financer. Mais ouais, de voir un peu toutes ces méthodes bah, pour produire et financer par soi-même, quoi. Moi, je trouve ça assez intriguant pour les artistes. Et là, pour le coup, dans le documentaire que je vous ai mis au-dessus, juste l'endroit est assez fabuleux. Il y a une certaine atmosphère, quoi, disons, euh, dans le documentaire. Si vous êtes quelqu'un juste d'un peu curieux, qui aime un peu, voilà, je sais pas, élargir ses horizons, franchement, c'est un truc qui se regarde très bien. T'es toujours là, Cookie? Je t'entends plus. Ouais, je suis là, je suis là. Ah, C'est j'avais juste que peur. vous ne parlez pas. Ah, il cache des seeds énigmes dans ses graphes. Ça, je savais pas. Stylé. Un autre, un autre petit jeu. Ah, moi, je trouve ça génial que ces artistes puissent être totalement indépendants, quoi, par Alors, rapport à leur financement. alors, c'est pas aussi heureux pour tous, hein, mais c'est vrai que c'est Ouais, ouais, cool bien sûr. de voir que certains puissent le faire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire. Mhm. Tu peux le faire. C'est pas facile pour tout le monde, etc. Mais si tu t'y intéresses, tu trouves tout sur Internet, tu peux comprendre comment créer une communauté, tu peux faire plein de choses, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment génial en tant qu'artiste de ne pas avoir des limitations hein, de maison Ouais. de disques ou de trucs comme ça, par exemple, sur la musique ou autre. Ouais. Alors, Gros, Nito, qui est surpris que je sais pas une pièce de la chapelle Sixtine. Ben, en vrai, je savais pas que ça existait au moment où ça s'est fait, sinon j'aurais avec plaisir participé. J'avoue que je n'ai pas considéré acheter après. Non, je sais pas, j'imagine que ça doit se trade à des prix assez élevés. À voir. Mais oui. Sinon, ouais, la réflexion de Tulip, j'aime bien aussi cette idée d'un Mhm. artiste qui parie sur lui-même, quoi. C'est exactement ça. Il y a plein de manières de structurer tout ça. Ça peut être aussi un autre gars qui a parié sur lui-même, c'est le gars qui a fait les Ghosts, là, les GH XST. Je sais pas si vous connaissez forcément ces trucs-là. C'est assez expressif. C'est une collection vraiment pas comme les autres, on va le dire comme ça. Et là, si je vous dis pas de bêtises, eux, ils partent initialement, ils partent à quelques poussières d'éther en vente, quoi. Sauf que il y a un frais sur royalties sur la collection. Et maintenant, il se retrouve que les ghosts les plus rares, je sais pas quoi, ils valent 50, 100 plus. Et ils capturent une. En fait, ils vivent juste du revenu capturé sur les royalties, quoi. Hop. Ben ouais, en tout cas, je crois l'impression que ta perspective a été appréciée. Ça fait plaisir. Bah, c'était une première pour moi. Et ont appris quelque chose, ou du moins ont vu un peu mon parcours, hein. Bah, je suis content de pouvoir redonner aussi à DeFi France et de partager comment je suis arrivé ici, quoi. Et d'encourager ceux qui s'y croient.
Parce que ceux qui y croient, ils vont y arriver, il n'y a aucun doute. Ah, avec grand plaisir. Euh, Et ouais, dans le même genre, c'est vrai qu'il y a Xcopy qui lui aussi vendait pas cher au début et maintenant il a bien pris. Ouais, il a bien pris, Scopy. Bien, il a un peu pris. Il est un peu à la mode. Ah, merci à tous d'être là, hein. Ouais, bah écoutez, ouais, c'était chouette en tout cas. Merci à ceux qui ont participé. Et bah, du coup, on en refera peut-être d'autres avec Cooking Crypto si vous avez aimé. On va le laisser se remettre tranquillement. Mais tu vois, c'était pas si terrible que ça. Euh, Ouais. et puis moi, je vous dis du coup à mardi, où là, on va parler DeFi. Et je vais essayer de pas laisser couler 3 mois avant de vous refaire un live NFT, promis. Voilà, allez, bonne soirée à Bon, tous. Bon, merci à tous. et bonne semaine du coup. Salut! Bonne soirée.